Humain plus IA battra toujours une IA, que ça soit n'importe quelle tâche pour laquelle on les donne. On est intelligent parce qu'on a pris la bonne décision, mais en fait c'était juste la décision où il y avait le moins de risques ou le plus de probabilité de réussite. Moi je veux pas que vous me payiez plus, je veux juste que vous me donniez les vacances du temps que j'arrive à économiser avec l'IA. Et du coup, ils travaillent une journée par semaine. Cette division de ceux qui savent, ceux qui ne savent pas comment utiliser ces outils, l'intercombinaison de ces outils ensemble, je pense que ça va créer une fracture numérique d'autant plus importante parce que sur certaines tâches, ces outils-là te font gagner quand même 80% de temps. Bonjour à tous, on se retrouve pour un autre épisode de Almost Human. On enregistre toujours dans le beau lieu juste ici. Aujourd'hui, on est avec Alexandre. Alexandre qu'on s'est rencontré via Ilyes, épisode numéro 11, si je dis pas de bêtises, qui m'a recommandé le profil d'Alexandre. Bonjour Alexandre, comment tu vas ? Écoute, ça va, merci beaucoup. Je suis hyper content d'être avec toi. Surtout venant d'une recommandation de la part d'Ilyes de la revue d'IA, donc content d'être là. Génial. Si je dis pas de bêtises, vous travaillez ensemble, vous avez un collectif, tu travailles dans l'IA aussi. Est-ce que tu peux me faire un petit topo de d'où tu viens, où tu vas, ce que tu fais aujourd'hui pour qu'on voit ? Alors rapidement, moi l'IA générative, j'ai découvert il y a à peu près 2 ans et demi. J'avais quitté ma précédente société. J'étais chez Google depuis quasiment 5 ans. Et j'ai commencé à créer une première société autour de l'IA générative et créer des images à partir de texte, à partir de langage naturel. Et depuis quelques mois maintenant, en fait, avec Ilyes et Nicolas, on s'est trouvés. On a décidé de créer en fait Passport IA, qui à la base a vocation de former les gens à l'IA générative, plutôt un public, grand public d'ailleurs. Et c'est des choses qu'on a mis en place il y a assez récemment. On fait à la fois de l'accompagnement, donc grand public via un site, des vidéos que tu consommes à la demande, et des formations plus, on va dire, institutionnelles pour des boîtes, pour les aider à monter en compétence sur ces sujets, savoir quels vont être les cas d'usage qui vont être pertinents, etc. Donc c'est un peu ça mon activité, on va dire, sur l'aspect passeport IA. Et à côté de ça, du coup, il y a 2 semaines, j'ai commencé à créer ma première web-série docu-historique faite à 90% avec des outils d'IA. Ah, j'ai vu passer sur LinkedIn, la marche de l'armée française, il y avait ce genre de plan d'illustration. Ouais, c'est ça, en fait, je suis parti sur un document historique consacré à Jean Moulin, qui est une figure historique de la résistance française. Et je me suis dit, tiens, jusqu'où on peut aller à partir au final de simples indications scéniques que tu pourrais obtenir en travaillant avec ChatGPT sur un synopsis. Comment on pourrait le mettre en image et si avec une IA ça pouvait être fait. Et du coup j'ai déjà produit donc 2 épisodes et là je suis parti sur une lancée pour faire vraiment un opus dédié à Jean Moulin avant peut-être de passer un autre personnage. Donc voilà, j'essaye de faire aussi des choses créatives qui me passionnent et l'histoire et l'IA, c'est 2 choses qui sont importantes pour moi. Donc, tu croises les mondes et tu mets en pratique ce que tu recommandes. C'est ça, en fait. Ça te permet d'expérimenter aussi, peut-être ? Ouais, c'est une boucle un peu infinie en vrai. Si tu veux, pour être super honnête, on en parle beaucoup avec Ilyes, mais c'est un peu des boucles infinies. On prépare du coup nos sujets de cours parce qu'on éduque les gens, bien entendu. On essaie de créer beaucoup de vidéos, beaucoup de lives. Aussi animer la communauté sur notre petit Discord qui est assez humble. Et dans cette optique-là, on cherche toujours à essayer d'avoir des idées intéressantes pour mettre le plus en avant possible les nouveautés en IA générative, donc que ce soit les modèles de langage comme ChatGPT ou les modèles qui font des images comme Midjourney, etc. Et cette idée-là, c'était, tiens, ça serait quand même intéressant dans un cadre circonscrit d'1 heure dans un cours avec des élèves de créer une mini-série, tu vois, sur un sujet de ton choix. Alors moi, c'est un personnage historique, mais on pourrait prendre n'importe quel autre sujet et répliquer la méthode qui est en place pour construire quelque chose qui est quand même intéressant, qui est peut-être loin encore des standards de si c'était un monteur professionnel qui le ferait, bien entendu, mais hyper créatif, tu vois.
Trop bien. Voilà. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, est-ce que tu peux essayer de la audio décrire qu'est-ce qui la compose et qu'est-ce qui est utilisé qu'est-ce qui est généré par IA? Ouais, carrément. C'est quoi le Alors, process? je vais te redonner un peu le process global. Mon point de départ, c'était comment, en 1 minute 30, donc qui est le format standard pour TikTok et pour les shorts sur YouTube, je peux créer une histoire engageante, optimisée entre guillemets pour les algos, qui va permettre d'automatiser quasiment toute une partie de la conception. Donc, je suis parti d'une première idée où, en gros, j'avais vu un super documentaire sur Arte qui s'appelle Résistance de Patrick Rothman, qui est exceptionnel. J'ai vu ce documentaire-là, c'était le point de départ. Je me suis dit, waouh, il y a de la matière à l'intérieur de ça qui est hyper intéressante. Donc, j'ai utilisé, en fait, dans un premier temps, ChatGPT pour faire des résumés sur ce documentaire-là et extraire des points clés sur la vie de Jean Moulin, que j'ai enrichi avec des éléments de bibliographie historique, externe. Donc là, j'avais toute une série de dates, plus un fait que Jean Moulin a fait, tu vois, une espèce de déroulé chronologique. Et là, je me suis dit, ok, ça c'est intéressant, j'ai ma matière, je vais pouvoir commencer à créer des histoires et des épisodes là-dessus. Donc, je suis reparti sur ChatGPT. Et là, je lui ai demandé, bah voilà, tu as tout un contexte historique à ta disposition. Je veux que tu crées un synopsis qui va avoir un peu un effet d'intrigue, de mystère, qui pourrait être adapté pour ma cible et mon audience qui se trouve être sur TikTok, donc format vertical, etc. Et là, j'ai eu 10 idées en fait de synopsis. J'ai pris le tout premier qui était dans la liste. J'ai dit celui-là, il est pas mal. C'était autour de un des premiers éléments qui arrivait dans le début de carrière de Jean Moulin en tant que préfet pendant la Seconde Guerre mondiale, autour de la signature de papier où Jean Moulin a résisté. Le gars s'est carrément a tenté de se trancher la gorge pour ne pas signer ce document, car les Allemands ont essayé de le contraindre à signer un document. Donc je me suis dit, cette histoire est très bien. J'ai demandé donc à ChatGPT de me faire la voix off, plus la description scénique pour chaque plan. Donc si tu veux, j'avais un script semi-final de 1 minute 30 avec des descriptions scéniques pour chacun des plans. Donc j'ai dit, ok, c'est intéressant, je peux m'arrêter là. Ça, c'était la première étape, donc j'ai mon script. J'ai dit, ok, deuxième étape, maintenant que j'ai le script, je vais le transformer en voix. Donc là, je suis allé sur Eleven Labs, c'est un site, je pense que tu mettras la description si possible. Et de là, très simple en termes de fonctionnalité, tu mets un texte, tu choisis un type de voix, donc j'avais pris une voix un peu ASMR, ou des voix un peu plus toniques, et tu choisis la langue, et donc tu vas avoir une transcription ultra fidèle qui va être faite en une voix off en fait, de qualité, qui a été générée en, 1 minute 30, même pas, 2 minutes. Incroyable. Donc là, tu pourrais te dire, bon, bah, tu choisis ta langue. Moi, je fais en anglais et en français, parce que j'ai envie de faire les deux. Mais bon, tu pourrais carrément envisager de faire de l'hindi ou du mandarin, ou tu vois. Et là, tu as l'habitude de faire ce que tu fais, mais potentiellement juste dans un contenu localisé. La techno te limite pas, quoi. La techno te limite pas du tout. Donc j'avais ma voix off. Donc là, j'étais, ok, c'est cool. Ma voix off faisait moins d'1 minute 30. Je dis, bon, bah voilà, c'est parfait. Hein. Vraiment en mode one shot, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, bah, il me faut. Qu'est-ce qui me manque? Bah, il me faudra j'ai de la voix off. J'ai mon script. Il me faudra des images, du coup. Et une musique. Musique, je me suis pas pris la tête. Je suis allé sur Artlist. J'ai créé mon compte. J'ai souscrit à leur offre, je crois, c'est 9 ou 10 euros par mois, quelque chose comme ça. Pris première musique libre de droit que j'ai trouvée, où tu peux les utiliser dans un contexte de YouTube et de TikTok. J'ai tapé musique dramatique, j'ai récupéré cette musique-là. Et donc là, je me suis dit, bon, bah voilà, il reste plus que les images à faire. Parce que tu vois, tu as tous les éléments, tous les ingrédients, en tout cas, pour faire un montage. Et du coup, ça, c'était la dernière étape. Et c'est l'étape qui est encore le plus, on va dire, la moins automatisée dans mon process, mais qui a le plus de potentiel à être automatisée. Où là, je me suis dit, bah, j'ai tout un script qui a été fait. Et là, j'ai demandé, en fait, je suis retourné sur ChatGPT pour lui demander, en fait, de m'aider à générer des prompts, donc des indications textuelles que j'utiliserai pour utiliser un logiciel qui crée des images par IA. Donc, en l'occurrence, je suis allé sur Midjourney.
Donc tu vas sur un Discord et dans le Discord tu peux commencer à créer des Tu as images. utilisé ChatGPT pour générer des prompts, Ouais. pour aller sur En fait, Midjourney, générer des images. C'est Ok. ça. Il y a des gars qui sont assez ma boule sur le sujet du prompt engineering, donc Ouais. sur l'art de créer des... Qu'est-ce Ouais, que c'est clair. Je te donnerai la référence, je te donnerai le lien aussi pour ceux qui regardent, où en gros, ils ont déjà configuré ChatGPT avec un mode Midjourney Prompt Generator, où tu lui dis des descriptions scéniques très vagues de ce que tu veux faire, ou des mots-clés, et là, il va te faire des recommandations de prompts qui vont bien fonctionner. Donc en fait, il fait la liaison. Et tu vois, pourquoi je te dis que c'est le truc qui est du coup assez manuel, parce que tu vois, je copie-colle entre guillemets, je fais des tests et je D'accord. regarde, tu vois, genre ça va être, tu vois, dans le dernier épisode, on parle de Londres, on parle de Lisbonne, bah du coup, je vais faire, tu vois, une vue aérienne de Londres, une vue aérienne de Lisbonne, et donc à chaque fois, tu vois, c'est des copier-coller, mais ça, c'est entièrement automatisable. En fait, il y a plein de, soit avec des outils qui sont open source, comme Stable Diffusion, qui vont te permettre Oui. en fait de créer via Ouais. API. Soit tu pourrais voilà. générer via un Ouais. autre outil, soit tu pourrais même automatiser le truc avec de enfin genre Make ou Actiono, Exactement. des trucs Et comme ça. exactement. En fait, c'est ça. T'as Et tellement de possibilités de le faire. franchement, tu as tellement de possibilités. Et en vrai, pour aussi ceux qui nous écoutent, je dirais, moi à la base, je suis quand même pas forcément plus que ça un développeur ou quoi que ce soit. J'ai commencé ma carrière chez Google plutôt en marketing, en sales. J'ai pas vraiment un profil plus scientifique ou ingénieur que ça. Et aujourd'hui, tu as quand même pléthore d'outils qui sont à disposition. On parle de Make, N8N, je sais pas Ouais, comment on prononce. N8N, c'est ça. Ouais. Ouais. Qui sont excellents, qui intègrent déjà ces outils-là. Et donc, tu vois, tu conceptualises comment quelqu'un qui a un peu de curiosité, qui a de la passion en lui, qui aime un sujet, peut en écrire une histoire performante et convaincante. Et du coup, on revient quelque part avec ce coup de la création qui va vers zéro et qui embête beaucoup de monde et dont il faut parler, a aussi pour effet de peut-être libérer la parole pour certaines personnes et revenir aux époques d'antan où on avait des conteurs, tu sais, l'époque où on était capable de conter des histoires, tu vois, genre... bah voilà, peut-être que ça refait la part belle à ceux qui ont des idées, des passions pour Génial. réaliser des choses, quoi. J'ai plusieurs réponses à Ouais. ça. Déjà, merci beaucoup de partager ouvertement le process parce que je pense que y en a beaucoup qui découvrent Ouais. des outils ou des possibles et qui se disent oh putain ça je peux le faire aussi avec Ouais, l'IA. ouais. Donc ça c'est trop cool. Ouais. Deuxième chose ça me fait penser c'est tu pourrais même générer la musique. Je sais qu'il y a pas mal d'outils aussi pour générer des musiques et il y en a certains où tu peux sélectionner tes moments. Alors, par exemple, dans ton histoire, il y a Jean Moulin qui se passe un truc Ouais, normal, ouais. puis ensuite il y a un moment d'intrigue, et puis ensuite ça revient à l'histoire normale. Et ben tu pourrais genre sélectionner fait. que de 0 secondes à 15 secondes c'est relaxant, et que de 15 secondes à machin, et ça te génère des musiques. Tout à fait. Donc là, là, tu parles de la génération synthétique de Ouais. nouvelles musiques ou le choix pour toi dans des banques de Alors, librairies de ce qui pourrait être intéressant. Le choix, c'est pas mal, mais ça te fait déjà gagner du temps, ça permet de C'est déjà le cas dans plein d'outils aujourd'hui. Mais c'est vrai que même la génération c'est vrai. est surpuissante Ouais. aujourd'hui. En tout cas, moi, sur l'aspect musique, je t'avoue que c'est le médium que j'ai moins creusé. J'ai plus creusé l'aspect image, l'aspect vidéo. Mais c'est vrai que sur l'aspect musique, quand tu vois que on peut déjà cloner la voix de n'importe qui sur la base d'un transcript de 1 minute 30, tu vois, c'est quand même dingue. Avant, tu aurais eu peut-être besoin des heures et des heures et encore, ça n'aurait pas marché. Et ça ouvre et ça pose aussi des questions. Tu vois, genre, c'est aussi une vraie question en tant que, tu vois, en tant que créateur de contenu. Si tu peux rentrer dans des boucles infinies où ça devient tellement facile de répliquer le contenu de quelqu'un d'autre parce que tu peux lui emprunter sa voix, son etc., que ça pose aussi des limites de comment ça doit être utilisé, de le faire de manière intelligente, de manière respectueuse, intègre. C'est aussi l'autre aspect de cette créativité débridée, c'est que bah, tu peux avoir littéralement aucune limite si tu veux cloner la voix de personnes comme Kylian Mbappé ou des acteurs historiques qui sont morts, tu vois. Ouais. Comme je pourrais te raconter une anecdote où
c'était pour le 1er avril. J'avais voulu en fait faire un troll et dire que j'étais le nouveau DA artistique spécialiste de l'IA chez Balenciaga. Et j'avais pris un gars que j'avais trouvé qui s'appelle Damon Fox, qui faisait un revamp de Harry Potter, mais version Balenciaga, tu vois. Donc tout le monde un peu en mode dark, l'ambiance très rétro, futuriste de Balenciaga. Et j'avais pris une image de Dumbledore un peu stylisée, tu vois, où il a la petite beubare, il a le petit piercing ici, il est très classe avec lunettes de soleil. Oui. Et j'avais pris la voix de Christopher Lee sur la base d'un interview de 2 minutes qu'il a fait, où j'ai pu cloner sur cette base. J'ai vraiment pris le lien YouTube. J'ai fait YouTube to MP3, j'ai récupéré le MP3. T'as cloné Christopher Lee sur un extrait de 2 minutes et c'était hyper réaliste. Il y a plein de gens qui sont tombés dans le panneau. J'ai dit bien entendu après que c'était le 1er avril et que c'était un troll. Et tu seras surpris des gens qui ont été surpris, des gens aussi dans mon entourage, tu vois, ou des gars que je connais qui ont bossé à Google, etc., et qui se sont fait avoir. Ta maman qui t'appelle Alexandre, t'as changé de job, qu'est-ce que tu fais? Non, mais en tout cas, voilà, c'est l'image, la vidéo, on y est de manière quasi... voilà, il y a encore du travail, tu vois. Mais on va y arriver. Et sur l'audio, on va y arriver aussi. Et enfin, dernièrement, ce qui m'avait le plus frappé, c'était les casques de réalité virtuelle aussi. Ouais, ça ouvre des possibles. En fait, ça va être le mix qui va tout. Enfin, aujourd'hui, l'IA en tant qu'elle est déjà exceptionnelle. Mais alors, quand tu vas mixer l'IA avec la VR, avec l'AR et machin, ce sera tellement... Ouais, et il y a des gens qui disent en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Tu vois, il y a des gens ce qui est une question aussi, une question légitime, tu vois. Mais en tout cas, ce que je défends, et c'est ce que je défends à titre individuel et ce que je défends lorsqu'on fait la Passeport IA, qui est un organisme de formation, tu vois. Ouais, tu veux nous en parler. C'est que pour moi, c'est l'exemple que je donne toujours, c'est j'ai un peu découvert les réseaux de neurones, le deep learning, l'IA, tous les trucs ouf, ce que c'était peut-être en 2017 avec AlphaGo, qui est le film qu'a fait l'équipe de Google, DeepMind, qui crée l'algo qui est capable de battre le Roger Federer du Go, tu vois, du jeu de Go, qui est un des jeux les plus compliqués de la planète, tu vois. Et je crois que c'était dans le making-of de ça, à la fin, t'as les gars qui disaient... genre un spin-off de ça, tu vois. Donc le Go, c'est très impressionnant. On a réussi à apprendre des nouvelles techniques. Il y a des gars à la fin qui disaient dans le making-of, on a un peu appliqué aussi ce qu'on a appris sur le Go sur StarCraft. Et on a créé des IA qui sont devenues hyper balèzes sur StarCraft, tu vois. Et on a fait venir genre... pas forcément, tu vois, c'est pas forcément le meilleur de StarCraft, mais c'est genre dans top 20 mondial, enfin des mecs très 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 chauds. Et en fait, il disait à la fin un truc très juste qui est en ayant en fait joué contre l'IA et en regardant la partie, il a appris des trucs qui ensuite il a des nouvelles strates en fait qu'il a ensuite répliquées. C'est une nouvelle façon d'aborder le jeu. Et donc la métaphore pour moi la plus importante, c'est ça, c'est humain plus IA battra toujours une IA. Par exemple, à un jeu, que ce soit les échecs ou que ce soit n'importe quelle tâche pour laquelle on les donne. Donc, c'est d'avoir une approche un peu peut-être positiviste de la chose, quoi. Ouais, de rester ouvert, curieux. Ouais, voilà. Ok. Et du coup, si je comprends bien, et on fait le bon parce que tu mentionnes ce que vous faites avec Passeport IA, c'est un peu ça votre mission. C'est-à-dire que de non seulement montrer ce qui est possible, mais aussi... comment le faire et d'amener le plus de monde sur le train tant qu'il est en marche. C'est ça, c'est montrer comment ça marche, parler des limites, parler de tous les problèmes qu'il y a aussi, parce que ça fait partie de l'exercice. Et surtout, en fait, c'est une réalisation assez profonde que, tu vois, enfin, j'arrêterai le moment philosophie après ça, mais il y a déjà des divisions importantes dans nos sociétés. En France, partout dans le monde aujourd'hui. Et cette division de ceux qui savent, ceux qui ne savent pas comment utiliser ces outils, comment ils fonctionnent, ce qu'ils sont capables de faire, l'intercombinaison de ces outils ensemble, ça crée je pense que ça va créer une fracture numérique d'autant plus importante parce que
enfin, sur certaines tâches, ces outils-là te font gagner quand même 80% de temps. Donc, tu vois, sur des tâches, tu vois, bien sûr, on n'est pas à l'état de s'il te plaît, ChatGPT, écris-moi le prochain scénario aussi dingue que Inception, tu vois. Il va pas savoir le faire, il sait pas faire ça, tu vois. Par contre, envoyer des mails de relance, créer des rapports, tu vois, tout ça, ça a une valeur de ouf. Et donc, bah, ce qui fait que entre ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, bah, tu peux avoir une société clairement à deux vitesses, quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'est un sujet, je pense, qui mérite d'être traité en tant que formation, et d'autant plus que j'ai l'impression que ça nourrit ma propre créativité derrière, d'essayer de me creuser les méninges pour les gens, pour les étudiants, pour tout le monde, en fait, tu vois. Genre, je suis dans une mission. Il y a pas plus tard qu'il y a 10 jours, je parlais avec ma mère, et pour essayer de lui montrer, tu vois, genre, c'est dur de parler de prompt engineering, de best practice pour optimiser des LLM. Enfin, tu vois, c'est un délire particulier quand même, l'IA générative, tu vois, c'est limite cryptique au début. Et en fait, d'essayer d'être très méthodique et de montrer par des petits incréments. Ah tiens, bah tu vois, tu cherches à créer renouveler ton CV ou ta lettre de motivation. Tu peux utiliser ce prompt en disant, bah voilà mes infos personnelles, mes différentes expériences professionnelles. Voilà ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire. Voilà une fiche de poste que j'ai copié-collé qui m'intéresse. Adapte pour moi, dis-moi si je peux être un bon fit pour le poste. Écrire en début de lettre de motivation, me faire réfléchir aux 5 questions que je devrais me poser pour savoir si je suis un bon fit pour ce rôle, et que ça devienne quelque chose en mode ah ouais, bah c'est intéressant, et que tu vois que ça aide vraiment fondamentalement les gens, tu vois, c'est ça qui est ouf. Alors bien sûr, il y a un peu cette défiance quand même de est-ce que je peux faire confiance à la machine, est-ce que ce qui va en sortir sera fiable, est-ce que je pourrais baser des décisions personnelles de ma vie importantes sur ce qui va sortir de ça. Et je pense que l'IA malheureusement doit encore faire ses preuves, tu vois, de faire ses preuves techniques, on n'en est plus là, mais de faire ses preuves de fiabilité, c'est un peu ça qui fait. Et je pense que la fiabilité, malheureusement, dans la formation, on ne peut pas la recevoir du prof qui dit « Si, vous inquiétez pas, si vous faites ça, ce sera fiable ». Je pense que ce sera uniquement par la pratique. C'est quand tu as fait 5 heures du truc et que tu as répété, par exemple, je sais pas, je prends un exemple pour moi, la description du post pour accompagner l'épisode du podcast, mais de manière répétée. Les premiers, je les réécrivais tous, et j'écrivais d'abord, et ensuite je générais par IA pour voir ce qu'elle avait récupéré comme info. Je capte. Et au bout de 3-4, je me suis dit, mais en fait, chaque fois c'est nickel. C'est 5e, bon. 6e, 7e, et ensuite, hop, c'est parti, fais confiance, tu vois. Ouais. Bah, je pense que tu as dit 2 choses qui sont hyper importantes. La première, c'est la pratique. Tu vois, enfin, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment trop, entre guillemets, en plus d'excuses. Enfin, GPT-3, donc il y a 2 modèles de GPT, mais GPT-3 est gratuit pour l'utiliser dès maintenant, parce qu'en fait, les principes sous-jacents à un GPT-3 seront les mêmes qu'à un GPT-4 ou à GPT-5 dans la façon de les utiliser et de les comprendre. Donc la pratique, c'est sûr. Et deuxième, je pense, c'est un regard lucide via la pratique de quelles sont les tâches qui sont 100% automatisables, celles qui ne le sont absolument pas, où là, c'est mort, tu le fais absolument pas, et celles où il y a un peu un entre-deux, tu vois. Et moi, je conseillerais de regarder les travaux de Ethan Molink. C'est un chercheur américain qui est prof à Wharton. Okay. Donc, c'est une des grosses universités de la Ivy League américaine. Et il travaille beaucoup sur la compréhension de ces nouveaux outils, de leurs compétences, de leurs spécialités, de leurs capacités. Et il disait, en fait, il va chercher une métaphore de l'homme centaure. En fait, le centaure dans la mythologie, tu vois, il est mi-homme, mi-cheval, mi-espèce bête mythologique. Et qu'en fait, il faut trouver, en fait, à faire ce découpe-là et avoir, en fait, une vision très claire de quand est-ce que l'IA rentre en jeu et pourquoi elle va apporter un intérêt et dans quel moment dans la chaîne de production. Parce que le centaure, ce qui fait que c'est un animal hyper mythologique, hyper stylé, c'est que non seulement il peut courir très vite,
mais il peut aussi tirer à l'arc, et donc il est malléable en fait, si tu veux. Et donc à travers cette analogie-là, c'est d'avoir une approche hyper consciente en fait de ce que tu es en train de faire. Et ce qui va un peu à l'opposé de la conception de l'IA c'est du snack food, je lui donne un truc, il est censé faire tout nickel du premier coup, et ça devrait être comme ça. Où en fait la réalité c'est aujourd'hui, il y a de grandes chances que tu arriveras à faire à 80% ce que tu imagines, ce que tu envisionnes. Mais si encore tu sais à quel moment ça va être utile et à quel moment ça va être pratique, tu vois. Et donc l'exemple que je te disais du documentaire historique que je fais, je sais que maintenant, le goulot d'étranglement, c'est sur la création des images, et que ça, il va falloir que je trouve un moyen de passer cette barrière-là, mais le reste, je sais que c'est bon, c'est optimisé, tu vois. Oui, c'est ça. En fait, Voilà. t'as fait ton 80-20, tu as réussi à faire tes preuves, etc. C'est ça. Tu supervises. Ce que tu as mentionné pour là, dans cet argumentaire et avant, c'est qu'en fait, tu pourrais même avoir la possibilité d'aller reprendre les documentaires sur Jean Moulin et de les distribuer dans d'autres pays. Ouais. Et que c'est l'usage au final qui nous limite. Ouais. Et je pense que ça change beaucoup en fait, Ouais. de voir une techno. D'habitude, on est limité par la techno, même si elle est novatrice. En fait, Ouais. ah super, on est passé de, je sais pas, une note de 3 sur 5 à 4 sur 5, mais bon, il manquerait ça pour faire 5. Et là, maintenant, on peut aller à 10 000 sur 5, mais nous, on a l'impression qu'elle peut aller que à 10, et du coup, on l'utilise qu'à 10. Ouais. Parce qu'on n'a pas tous la possibilité, le temps, l'expérimentation, la volonté, l'idéation. Bien sûr, mais mec, c'est vraiment, c'est très juste. C'est un luxe de pouvoir en fait creuser autant ce sujet-là qui me passionne. Et pour moi, c'est une chance aussi de pouvoir partager aussi ce que j'apprends et ce que je découvre. Parce que plus je découvre et plus je me dis, mais on est vraiment loin de découvrir encore tout ce qu'on va pouvoir faire avec. Ouais, ton job, c'est découvrir et de commencer, de recapturer. Ouais, et c'est de dire, ok, les gars, là, vous pouvez passer du temps. On sait, là, c'est validé. Encore une fois, c'est ce que tu dis. C'est parce que tu as passé du temps à essayer de faire l'interaction de cette tâche avec l'outil que tu sais où est-ce que c'est hyper pertinent, où est-ce que ça bloque, et tu viens apporter ça aux gens. Et je sais pas si tu avais vu cette stat, je l'avais vu ça sur Twitter. Je sais pas si tu suis Paul Graham. Alors sur Twitter, Paul Graham, c'est le boss en gros de l'incubateur à start-up à succès américaine qui s'appelle Y Combinator. Ah oui, d'accord, oui. C'est le petit logo orange et blanc. Et du coup, Paul Graham, il disait, tu sais, il y a eu quelques mois, il y a eu un moratoire en mode, oui, il faut arrêter absolument. l'IA, c'est très dangereux. Ah oui, ils avaient fait tout oui, Elon Musk, on arrête tout, c'est terminé. Ça va trop loin. Ça va trop loin, c'est trop le bordel. Et Paul Graham avait sorti à ce moment-là, en fait, même imaginons, en pratique, on décide, on cut tous les GPU du monde, ils s'arrêtent de fonctionner. Voilà, c'est le seul moyen pour qu'on puisse plus entraîner de nouvelles IA, tu vois. Il disait, il nous faudrait sûrement encore 2 ans avant de vraiment comprendre ce qu'on peut faire avec ces modèles de langage, parce qu'on a commencé à les utiliser pour faire de la prédiction de texte, tu vois. Ils font de la prédiction de mots après une série d'autres mots. C'est ça qu'ils font à la base. Mais en fait, on s'est rendu compte en creusant que maintenant, il y a des choses un peu étranges qui se passent, où si tu donnes un certain type de consigne au modèle de langage et ensuite tu lui donnes un autre type de consigne, tu lui fais rentrer dans des chaînes de raisonnement qui font que il a une espèce de un pseudo raisonnement. Je dirais pas intelligence parce que c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, et le plus gros problème de ce mot-là, c'est le mot intelligence, parce que si du coup on comprend bien que le deep learning, que ChatGPT, c'est de la prédiction de mots après une série de mots, c'est pas de l'intelligence, c'est de la proba, tu vois, c'est de la stat, quoi, tu vois. Mais est-ce que moi c'est ça la question et le grand débat, c'est dans le naming, au-delà de la véracité incontestable de la nature du truc, c'est dans le naming au final. Est-ce que quelqu'un qui prend une bonne décision de par tel et tel facteur, parce que c'est la décision la plus probable, est-ce qu'il n'a pas raison? Et est-ce que c'est pas ce qu'on fait tous? On a l'impression qu'on est intelligent parce qu'on a pris la bonne décision, mais en fait c'était juste la décision où il y avait le moins de risque, la moins de probabilité de risque, ou le plus de probabilité de réussite. Et c'est pas parce que en fait on n'aura jamais 100%.
Donc de toute manière, on est tous un peu comme ça. C'est juste que le ChatGPT c'est un peu visible parce qu'il est à 80 ou 85% de fiabilité, tu vois. Et la différence que, a priori, quand on se parle tous les deux, j'espère que tu formules t'as une conscience de ce que tu es en train de dire. ChatGPT n'a aucune espèce de conscience de ce qu'il te raconte, tu vois ce que je veux dire. Il est pas en mode où il a je dis il, tu vois, déjà, tu vois, ça dit bien la chose. C'est un abus. Dur à le caractériser, c'est un abus, c'est une personnification, tu vois. Parce que ChatGPT, pour moi, c'est mon stagiaire de luxe, tu vois, que je paye 20 € par mois et qui fait un super taf, mais globalement, je sais qu'il est quand même super nul si je lui donne des mauvaises indications. Si moi, à la base, dans la chaîne de commandement, je fais pas le taf, je sais que globalement, il me sert à rien, tu vois. Et du coup, en fait, plutôt que de parler d'intelligence artificielle, peut-être que c'est juste une question de sémantique. Et à l'heure actuelle, c'est une assistance artificielle, tu vois. Ça vient... Parce qu'au final, qu'est-ce qui fait que ça reste, que les gens utilisent aujourd'hui ces outils ? C'est sur plein de micro-tâches où, tu vois, traduire un email dans telle langue en rajoutant des exemples. Enfin, tu vois, c'est des choses qui sont... Un truc tout con, par exemple, dans une classe dans laquelle je donne cours, il faut que je récupère tous les noms des élèves sur l'appli de signature pour les remettre dans mon Excel. Il y a 60 élèves, mais giga flemme. Qu'est-ce que je fais ? Je fais CTRL-A de la page entière, CTRL-V dans ChatGPT, je lui dis sors-moi une liste des élèves rangés par ordre alphabétique que je peux copier-coller facilement pour Excel. Ouais. Mais ça, c'est game changer. Merci de m'avoir fait gagner 1 heure sur cette tâche-là parce que bout en bout, sur une année, ça fait beaucoup. Et en fait, tu vois, c'est la somme de ces micro-trucs qui fait que ça a vraiment un intérêt, tu vois. Oui, mais en fait, c'est tellement des cas concret. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore dans la phase de il faudrait qu'on ait un Notion tous ensemble, les utilisateurs d'IA, avec un gros truc de SOP en disant ce truc-là, si jamais vous avez un tableau à remplir, un copier-coller, faites comme ci, comme ça, voilà tel prompt. Et juste une base d'intelligence, quoi. Les Américains le font. Je crois que ça s'appelle des SOP, Standard Operating Procedures. Il y a ça. Et puis, il y a aussi aujourd'hui tout simplement des gars qui proposent, notamment aux États-Unis, des bibliothèques de prompts. Ah oui. Tu as FlowGPT, donc FlowGPT, qui permet en fait de voir en fait plein de petits différents bots qui ont été programmés avec un prompt spécifique, donc des instructions spécifiques. Et donc tu peux regarder ce que ça donne un petit peu. C'est comme ça que j'ai eu d'ailleurs cette idée d'utiliser le Midjourney Prompt Generator. J'étais sur FlowGPT, je me suis dit tiens, en vrai, j'ai des indications scéniques de ce que je voudrais voir à l'écran. Mais je ne sais pas comment le structurer en prompt sur Midjourney, ou disons que j'ai un peu la flemme, tu vois. C'était plus ça la réalité. Et j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, mais trop bien !» Et donc, tu as des espèces de bibliothèques d'intelligence un peu qui commencent à se mettre en place, mais j'ai l'impression que c'est encore trop circonscrit à un univers de... on va dire assez geek, parce qu'à côté de ça, à côté du Midjourney Prompt Generator, tu vas avoir par là un réplique de tu vois des trucs comme ça. Donald Trump, c'est ça. Steve Jobs, tu vois. Et donc c'est un peu mélangé dans plein de conneries aussi, tu vois. Mais c'est comme ce truc au final, ceux qui ont fait avancer le plus, c'est ceux qui ont le temps d'expérimenter et les plus flemmards. Ouais. Genre j'ai un exemple c'est le pote d'un cousin, d'un de mes cousins. Qui travaille dans une grande firme de droit et qui a dit à sa boîte « Moi, je veux pas que vous me payiez plus, je veux juste que vous me donniez les vacances du temps que j'arrive à économiser avec l'IA. » Du coup, il travaille 1 journée par semaine. Non. Il a divisé par 5 son temps de travail. C'est fou. Hallucinant. C'est fou. Juste parce que la boîte ne connaissait pas. Elle n'avait pas forcément le temps d'expérimenter. Lui, il l'avait fait en perso sur son temps perso et avait dit, je vais l'implémenter dans mon taf, je vais faire gagner du temps. Et du coup, ce qu'il fait, c'est que quand il travaille, parce que des fois, il travaille la semaine, il dit juste, c'est des tâches en plus de ce que j'ai signé pour mon job. Donc, il facture des heures en plus. C'est comme si lui, il avait une semaine de genre 8 jours disponibles. Et genre, les 5 sont déjà remplis par l'IA, mais les 3 suivants, c'est du temps, comment est-ce qu'on appelle des heures sup, tu vois. Mais du coup, ce que ça veut dire, quelque part, c'est que là, on est encore à un moment où on est relativement early. C'est encore, franchement, honnêtement, même si
Même si tu vas sur France 3 Auvergne, maintenant on parle de ChatGPT à la télé, je trouve que c'est quand même relativement encore assez early entre la couverture médiatique, mais ceux qui essayent de passer du temps à l'utiliser. Donc c'est encore le moment de s'intéresser à ce sujet, il est jamais trop tard. Mais tu vois facilement se dessiner à horizon peut-être 4-5 ans, c'est pas si déconnant que ça. Des semaines à 3 jours et demi, des trucs comme ça, tu vois. C'est pas tant de la science-fiction que ça, quoi. Non, mais ouais, juste l'augmentation de productivité de tout un chacun a tellement explosé qu'on n'a plus tant de tâches que ça à faire. Ça, c'est pas impossible à imaginer. Surtout dans un pays comme le nôtre, ou dans les pays les plus avancés, où on est à quasiment 75, je crois qu'en France, c'est 76% de tertiaire. Ouais. 76 ou Donc, 80% de services. Donc, tu as forcément des tâches dans tout ça qui peuvent être automatisées. Je pense que la vraie question qui fait peur tout le monde, mais qui est là depuis de manière des temps immémoriaux dans nos sociétés, c'est est-ce que l'avancée technologique de rupture aussi puissante que l'IA générative va permettre une création de valeur économique ou va plutôt en détruire parce que globalement les méchants algos vont détruire les boulots des gentils humains. Ça c'est un peu la question que je pense que beaucoup d'économistes, beaucoup de spécialistes aujourd'hui essayent de réfléchir, mais même quand on vient redonner cet argument qu'il faut pas rabattre de la main en mode c'est des conneries, il y a vraiment des gens qui aujourd'hui, je pense, vont se sentir dans une situation d'insécurité ou confrontés à des sociétés qui vont licencier. On est dans un contexte aussi, qui plus est macroéconomique, pas forcément hyper serein en ce moment. Donc il y a des gens qui ont vraiment des peurs. Et il y a vraiment de la création économique qui va être déplacée et transformée. Mais si, encore une fois, on essaie d'avoir cette approche un peu positiviste sur les choses, de voir les choses que ça peut nous amener au quotidien en tant que nous, individus, pour nous, à titre individuel, nous, faire gagner du temps, qu'on puisse passer à faire des choses, soit d'être plus avec les gens qu'on aime ou faire des choses qu'on aime plus, bah, au final, on n'est pas... on est à la même situation que la roue a été inventée. Et tu as Aristote qui disait dans la politique, déjà, il écrivait déjà dans la politique l'implication d'avoir inventé la roue sur l'économie, tu vois. Donc, voilà, je pense que c'est des outils, il faut savoir qu'ils sont imparfaits, il faut savoir que ça peut nous faire gagner non seulement énormément de temps, mais aussi un peu nous libérer. Tu vois, de tâches intimes, tu vois, genre savoir que j'ai passé 1 heure de ma journée sur 8 heures à copier-coller des prénoms sur un Excel, que je dois le faire pour chaque classe, pour chaque promo, pour chaque école dans laquelle je donne cours et chaque année. Ouais. De savoir que c'est passé de 1 heure à 30 secondes, mais déjà ça me met de bonne humeur. Non mais sans mentir. Juste l'impact de se dire psychologique, ma tâche chiante, elle est dégagée. Mais ça, je trouve que personne n'en parle. Mais juste, moi, ça me met trop de bonne humeur de me dire, ça, j'ai trouvé un hack. Alors que, en fait, c'est une techno. C'est un autre outil. Mais j'ai trouvé un hack. Et c'est bien parce que du coup, tu le considères comme étant un peu une forme de jeu où tu vas essayer de casser ce micro pipeline qui pose problème. Et à partir du moment où tu as créé ton workflow, je sais pas comment on traduit d'ailleurs ton rythme, ton processus de travail, t'en retires effectivement une espèce de dopamine qui est en vrai toute normale et ça donne limite envie d'être peut-être aller faire des choses de manière peut-être encore plus créative ou de manière différente. Quand j'économise 1 heure comme ça un truc, tu vois, je vais aller, on en parlait juste avant d'enregistrer, je vais aller enregistrer un TikTok, je vais aller parler d'un truc. Je vais le partager à d'autres, je vais faire ce qui me plaît, et actuellement ce qui me plaît c'est créer du contenu. Je vais pas juste, j'ai gagné 45 minutes, je vais me mettre dans mon lit à attendre en mode éteint, en mode veille, où je vais dormir, ou tu vois. Mais ça te booste à faire des choses où tu es plus libéré, où tu te dis, je suis en contrôle. Surtout, j'ai réussi à check ma tâche, je peux être fier de moi, la tâche est accomplie,
et en même temps, je peux me faire plaisir grâce Ouais. à ce temps économisé. Soit en étant créatif, ou soit en lisant des choses, soit en appelant les gens que tu kiffes, tes potes, Ouais, ta famille, ou relancer, rappeler, même là, tu vois, encore une fois, pour un cours qu'on va donner cette semaine, je me suis dit, tiens, je créais des mémos en mode one-pager à la Amazon. Tu sais, Amazon, ils ont un peu leur méthodologie ouais, très, très. très organisée. Ouais, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire de visio, ils doivent tout Ouais, mettre sur tu une fais page. pas de. Faut que ce soit En succinct. gros, avant qu'on se parle, avant qu'on se fasse un appel ou un visio, il faut qu'il y ait déjà un document qui préempte ce qu'on va discuter, les points, les trouvailles, les points clés, des points d'attention, enfin bref. Et du coup, sur la base d'articles que je collectais comme ça sur Internet, un peu de manière random, adaptés pour les besoins des personnes qu'on va former, je regardais donc des articles de gestion d'allocatifs financiers, etc. Des rapports en fait d'investissement, etc. J'ai fait un one-pager en mode sur la base de 5 articles, voilà les tendances dégagées sur ce sujet-là spécifique. Et là, je me suis dit, tiens, ça serait quand même intéressant de créer un petit mémo vocal de 1 minute, tu vois, potentiellement avec ta propre voix. Avec Kylian Labs. Ou voilà, la voix que tu veux, hein, ou Kylian Mbappé si tu veux. Mais à la suite de, ok, ça c'est 5 articles que j'ai survolés, que j'ai mis dans ma to-do. L'IA est venue, les a traités, et elle me fait un mémo vocal de 1 minute avec ma voix qui est m'envoyée sur WhatsApp ou sur Telegram, ou quelque chose que je peux direct envoyer sur WhatsApp à un de mes clients pour le relancer. Et dans ce mémo de 1 minute, ça peut être, bah voilà, salut Roger, j'ai trouvé toutes ces informations-là intéressantes sur ton marché, sur ton sujet. Ça serait intéressant qu'on en reparle. Est-ce que tu vois? En fait, tu vois, même carrément, enfin, tu vois, ça a de la valeur, ça, tu vois. En prospection, ou ne serait-ce que juste, on vous met dans la boucle, si vous êtes client chez nous, on vous met dans la boucle d'une veille automatique sur WhatsApp en 1 minute. Exactement. Mais genre la valeur du Exactement, truc. exactement. Et tu es toujours dans ta mission de conseil en tant que boîte qui veut produire ça parce que ton but, c'est de trouver le meilleur contenu, de trouver les meilleurs hacks, les meilleurs tips, de trouver les meilleurs newsletters, de trouver les meilleures sources d'informations, les échos, enfin n'importe quoi. Ouais. Et tu viens apporter avec Curateur. un processus clairement automatisé en mode, ben ouais, carrément, enfin, tu crées de la valeur de ouf pour les gens. Ouais, en étant curateur, en fait. Voilà. Mais c'est ce que on revient du coup full circle et on finira sur ça. Ouais. Tu reviens au truc de démarrer par le métier. Ouais. Et en fait, il faut savoir what good looks like Ouais, pour c'est pouvoir ping à l'IA d'aller chercher dans les bonnes sources Ouais. ou de la Ouais. bonne manière ou de la C'est bonne ça. méthode. C'est ça. Savoir mettre le bon niveau de curseur sur tes attentes. Mais une fois que tu sais ça, c'est en ton âme et conscience et c'est là où ça devient vraiment fun de créer, tu vois. Ouais, ça libère. Ouais. Ça libère et ça ouvre les possibles. Ouais. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Juste dernier petit point sur les Ouais. events que vous faites à Paris, je crois. Est-ce que tu peux nous dire un mot? Ouais, bah écoute, donc au sein de l'équipe, il y a Nicolas qui, donc lui, a sa chaîne de podcast qui s'appelle Le Comptoiria. Oui. Comptoiria. Que je vous invite vraiment à regarder, c'est génial. Et donc, Nico a pris l'habitude depuis plusieurs mois maintenant d'organiser en fait un meet-up qui est, je crois, tous les mercredis en fin de mois, qui s'appelle donc Comptoiria. Donc vraiment un meet-up entre guillemets à l'ancienne, dédié à l'IA générative. C'est dans les bureaux d'Urban Linker. Donc c'est un cabinet de chasse de recrutement plutôt profil tech et qui accueille bénévolement, en fait, donne leurs locaux dans le centre-ville ici. Et donc c'est tous les mois et ça parle de plein de sujets, des passionnés qui parlent de sujets d'IA générative en tout genre. Donc que ce soit des nouveautés ou des startups à suivre, des projets créatifs, innovants. Et c'est surtout un moyen en fait pour rencontrer à la fois un public large il y a des data scientists, il y a des gars qui cherchent à se reconvertir, il y a des consultants, il y a vraiment un petit peu tous les profils et c'est super chouette d'avoir ça à Paris.
Trop bien. Et bah, bravo pour Ouais. votre démarche. J'ai hâte de suivre les prochaines histoires de Jean Moulin. Ouais, bah ouais, Sur, je vais essayer sur ton une compte. par semaine jusque je finisse l'arc narratif de Bah, Jean trop Moulin. bien. Et tu n'hésites pas à me donner les liens que tu veux que je Ouais, partage, exactement. les ressources, ton profil, Ouais, je te donnerai tout tout, ça. Et t'inquiète. puis je mets tout dans la description Bah pour super. ceux qui écoutent. Comme ça, ils pourront te suivre et puis suivre tes actus aussi. Allez, super. Merci beaucoup. Bah merci, salut, ciao, ciao. Salut Alexandre.